Alors que les autres s'unissent à nous, on voudrait que vous vous présentiez comme introduction dans le chat. Si vous pouviez indiquer votre nom, votre organisation dans le chat, on vous serait très reconnaissant. Et puis, on va commencer. Pour apprendre plus sur ProWash, voici le site web. Bonjour, Rachel Stevens de Terfond, basée au Royaume-Uni. Elisabeth O'Connell du Bureau régional de l'Est de l'Afrique de CRS. Je ne vois pas qu'il y ait beaucoup de monde, donc je pense qu'on peut commencer. Pour ceux de parmi vous qui viennent d'arriver, présentez-vous avec votre nom, votre organisation et l'endroit où vous êtes situé. On vous en serait gré. Pour commencer, je m'appelle Steve Sarah. Je suis conseiller de Oran avec Save the Children. Comme beaucoup de vous savez, ProWash essaie de renforcer la qualité des interventions WASH. Ce webinaire est la première d'une série de 3 parties. On va se focaliser sur une étude pour identifier les voies d'exposition aux agents pathogènes des enfants au Kenya. Il y a de la traduction française sur le webinaire. Si vous voulez suivre la traduction française, cliquez sur la partie inférieure de l'écran, choisissez le français. Une fois choisi le français, vous pouvez opter pour réduire l'audio original ou si vous avez des questions techniques, envoyez un message à ProWash et on fera de notre mieux pour vous aider. Et si vous avez des questions pour les membres du panel aujourd'hui, postez-les dans les chats et je vais les ramasser et à la fin, je les passerai aux panélistes. En plus, je vais présenter les membres du panel et je vais leur passer la présentation. D'abord, on a Laura Nito Lamora, qui est conseiller pour le renforcement des systèmes de santé. C'est le projet qui est soutenu. Il va vous donner un aperçu pour vous expliquer la raison de la recherche. Et puis, on va passer la parole à Avi Harvey et Matheson. Les prochaines diapos, s'il vous plaît. Merci. Avi Harvey fait un doctorat avec ses collègues à l'Action pour l'innovation contre la pauvreté et John Mboya, qui est manager associé de recherche et fait une maîtrise à l'Université de Berkeley, fait partie de l'équipe de recherche. Je vais passer la parole à Lominito qui va nous lancer dans la présentation. Merci. Merci. Steve et Sarah, et bienvenue tout le monde. Je vais vous accompagner dans un aperçu de ce programme de USAID. Pour vous donner les points saillants des stratégies avec lesquelles on travaille pour atteindre notre but de lutter contre la malnutrition. C'est un projet financé par USAID au Kenya. Il est situé dans l'extrême nord de Turkana. C'est une zone semi-aride du nord du Kenya. Ce programme est dirigé par
Masteco c'est un consortium de Save the Children, Caritas. On a euh, euh, avec le gouvernement du comté de Turkana et du Samburu et les gouvernements nationaux. Les deux comtés de Turkana et Samburu ont une population combinée de plus de 1,3 million. Les projets du USAID cherchent à réduire la malnutrition persistante à aiguë de façon durable dans les deux comtés de Samburu et Turkana. Et pour ce faire, il examine 4 thèmes. D'abord, les foyers vulnérables dont les deux comtés puissent maintenir la sécurité alimentaire malgré l'exposition au choc et stress. Et la production de culture agricole, du bétail et l'accès au marché. Deuxièmement, que les foyers vulnérables aient un fardeau de maladies. Là, il s'agit d'assurer un accès aux services de santé ainsi que l'éducation des ouvriers et leur hygiène. Le troisième thème examine une nutrition stable et résiliente. Des comtés où la culture et les normes définissent une manière de vivre et la dynamique du genre a aussi une influence sur la prise de décision au foyer. C'était très important. Et la proposition numéro 4 traite les institutions formelles dans les deux comtés, qu'elles puissent faire un suivi, apprendre et adapter pour qu'on puisse aborder et répondre à des questions de nutrition, malnutrition aiguë. Nous savons et nous pensons que à travers ces 4 zones, on va pouvoir travailler ensemble pour réduire la nutrition aiguë dans les deux comtés de Turkana et Samburu. Ici, je voudrais vous donner les points saillants des voies qu'on utilise pour réduire la malnutrition aiguë. On a 461 000 personnes dans les deux comtés. Je vous ai parlé de plus d'1 million de personnes. Donc, là, on s'est focalisé sur l'individu. Au centre, vous voyez une jeune femme et dans ces années adolescentes, on l'appelle Masieku. Et la plupart des interventions, on pense que la plupart des interventions devraient se focaliser sur l'individu. Et cet individu peut interrompre le cycle générationnel de la malnutrition et va passer par de différents cycles d'intervention. Il y a des interventions au niveau du foyer, au niveau de la communauté, au niveau des systèmes, au niveau de la gouvernance. Il y a une interaction. Tout cela nous aide à réduire la malnutrition persistante. On a réalisé plusieurs études qui nous ont aidés à comprendre ces voies. Et on a réalisé une douzaine d'études, dont 2 continuent et elles arrivent à leur conclusion. On a une étude qui examine la malnutrition. On examine aussi les
les agents pathogènes féco-oraux et comment ça mène à la malnutrition. Ici, il y a plusieurs voies qui ont été affectées par les preuves. Quand on a examiné, par exemple, les questions de la production alimentaire, l'accès à la nutrition et à une alimentation diverse, même face aux chocs, vont aider notre massier ici à réduire la nutrition aiguë persistante. Mais leur connaissance, leur pratique sur la nutrition et la santé et pouvoir accéder à des services de santé est clé. On parle aussi du processus de prise de décision au niveau du foyer, au niveau de la communauté. Ces structures et l'allocation de ressources pour les agences qui s'assurent qu'il y ait de la nourriture et des services et de l'eau pour le foyer. C'est clair pour nous. Ils sont des agents qui peuvent prendre des décisions sur leur propre santé reproductive et sexuelle. C'est aussi une voie qu'on explore. Donc, on va se focaliser sur les processus de contamination d'eau et d'aliments liés à la malnutrition aiguë. On a des preuves pour vous montrer comment le gouvernement, le secteur privé et les individus peuvent réaliser ces interventions afin de réduire la malnutrition persistante aiguë. Vous avez la parole, Abby et John. Très bien, merci. Merci tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis Abby et je suis étudiant de doctorat à l'Université de Berkeley et on va présenter les résultats de notre étude sur la transmission d'agents pathogènes à des enfants de moins de 2 ans. On va examiner le background et la motivation abordée. Cette question est fondamentale. La malnutrition a lieu principalement entre le moment de naissance et 5 ans. Les 2 ans, premières années de la vie sont vitaux pour le développement cognitif et des résultats de santé éducative. C'est une malnutrition dans les 2 premières années de la vie peut avoir des résultats même à l'âge adulte. Et une mort sur 5 entre les enfants de moins de 5 ans sont attribuables à une malnutrition sévère. Et 28% de ces enfants habitent en Afrique. On voit ça surtout vis-à-vis des chocs climatiques et des sécheresses, comme on voit en Turkana et l'autre comté. L'exposition aux pathogènes entériques contribue à la malnutrition. Évidemment, il y a le régime alimentaire, mais l'exposition aux agents pathogènes, les enfants peuvent s'infecter, pâtir de diarrhée et des infections fréquentes peuvent affecter la capacité d'absorber des nutriments et affecter la malnutrition. Cette étude examine comment les enfants s'exposent aux
pathogènes entériques qui s'originent dans les espèces animales et qui peuvent être transmises aux enfants. La question, c'est comment est-ce que les enfants de moins de 2 ans ont compté Turkana et Sumatra? Comment est-ce qu'ils sont exposés aux pathogènes? Et les objectifs de recherche étaient de déterminer des profils pathogéniques, des échantillons fécaux des enfants de la terre et dans des aliments. On a essayé d'examiner des enfants de moins de 6 mois pour identifier leur première exposition aux agents pathogènes entériques. Le troisième but était de quantifier les niveaux de contamination E. coli aux réservoirs environnementaux du foyer et identifier les voies dominantes exposées et comprendre les différences selon l'âge de l'enfant et puis de recommander des interventions. Merci pour cette information de fond. Je vais passer en revue les sections de méthodologie et puis à un moment donné, je vais revenir pour présenter nos résultats et nos recommandations. Pour commencer, il faut mentionner que cette étude a été réalisée en Turkana et Samburu, qui sont des terres semi-arides dans le nord du Kenya. Et spécifiquement, cette étude a eu lieu au nord du Samburu et au sud de Turkana. Setup here is rural and low-income setting, consisting of pastoralist and agro-pastoralist communities with high livestock La ownership. plupart est dans une zone rurale. Moins de 5% a accès à un assainissement amélioré. Il y a des taux élevés de maladies gastro-intestinales chez les enfants. Donc, la présentation suivante traite les échantillons qu'on a collectés. Cette étude a fait partie de l'étude de l'Agent Algérie. On a étudié un sous-groupe de cette autre étude. Et dans ces deux comtés, on a examiné 50 foyers dans chaque comté et les critères d'éligibilité étaient les foyers ayant des enfants de moins de 2 ans. On a collecté certains échantillons. On a ramassé des échantillons environnementaux, des échantillons fécaux du foyer et aussi de la terre. Les échantillons environnementaux ont été récollectés de la terre, de l'eau, et on a pris des échantillons des selles des enfants et on a aussi collecté des selles des animaux pour ces échantillons. Et pour l'eau, on a collecté 150 grammes d'échantillons de nourriture. Certaines communautés avaient moins de nourriture disponible pour l'enfant. On ne voulait pas collecter beaucoup d'échantillons et laisser peu de nourriture pour l'enfant. Avec ça, on a rempli un cube avec de l'eau stérile et
On a mis les échantillons ensemble pour améliorer leur viabilité. Pour le sel des enfants, on a collecté entre 50 à 60 millilitres dans une éprouvette stérile. Et aussi, on a demandé aux mères de nous passer des échantillons des sels. Pour les échantillons d'animaux, on a engagé et on a formé des techniciens vétérinaires de ces deux comtés. Donc, si les animaux n'étaient pas dans l'enceinte, étant donné la nature pastoraliste de ces communautés, on essayait de faire du suivi dans les régions où les bétails, où les animaux faisaient du pâturage. Et pour ceci, on a fait aussi des vérifications des contrôles de qualité. On a vérifié si les échantillons étaient contaminés. Ces échantillons étaient envoyés au laboratoire local de Sambour et à de Tourano. Et on a réalisé des analyses préliminaires pour énumérer le E. coli utilisant la méthode indice et le numéro, le numéro le plus probable. Quelques-uns des échantillons ici, on l'a envoyé au laboratoire pour une analyse ultérieure qui seront, à part la récollection des échantillons, on a voulu, on a essayé d'observer la conduite de l'enfant, ce que les enfants faisaient, et pour incorporer cela dans notre enquête. On a aussi réalisé une enquête générale pour collecter les indicateurs WASH et puis les aspects ou les statistiques démographiques de chaque foyer et les perceptions des risques des soignants, des personnes soignantes. Je vais laisser la parole à Abby et je reprendrai à la fin pour les recommandations. Comme Amboya vient de mentionner, on a collecté des échantillons dans chaque foyer de tous les réservoirs environnementaux qui sont signalés ici dans le but de comprendre et faire la cartographie des transmissions. On faisait une évaluation de risque microbien et on prenait la concentration des E. coli qui avait été mesurée sur le terrain avec la conduite de l'enfant, avec quelle fréquence il mettait les mains dans la bouche ou il consommait de la terre. Et ainsi, la quantité d'eau qu'il consommait pour faire un modèle de la transmission sur ces voies-là. Donc, pour passer à nos résultats, je dois dire d'abord que ces résultats ne sont que préliminaires. On continue à faire nos analyses. Les résultats pourraient changer avec plus d'analyses. Pour parler des caractéristiques des foyers, on a pris des échantillons de 100 foyers dans les deux comtés. On a trouvé que 0% des foyers disaient qu'ils traitaient l'eau potable. Moins de la moitié avaient une latrine et seulement 4% avaient des postes pour le lavage de mains et 64% étaient au-dessous de la ligne de pauvreté. 86% des foyers disaient qu'ils avaient du bétail.
il y a un peu d'accès à l'eau dans ces régions. 50 foyers disaient qu'ils utilisaient de l'eau en tuyau. Et ce n'est pas quelque chose qu'on ait mesuré dans notre enquête, mais à travers l'expérience des énumérateurs, on peut conclure que l'écrasante majorité de foyers dans cette zone utilisent des trous de sonde pour leur eau potable. Deux tiers des foyers ont informé d'un manque d'eau lorsqu'ils avaient besoin, parfois parce qu'il n'y avait pas d'eau, parfois parce qu'il n'y avait pas d'électricité. On a inscrit un nombre semblable d'enfants de 0 à 2 ans, de 3 à 5 ans, de 3 à 5 mois, de 6 à 11 mois et de 12 à 23 mois. Et sur la base des données de l'EPA des États-Unis sur le comportement de développement des enfants, on a inscrit un nombre semblable de foyers dans les deux comtés. Et c'était également distribué selon le genre. On a demandé que les soignants, les personnes responsables parlent du genre de nourriture consommée. Les enfants de 0 à 2 mois consomment pratiquement complètement l'eau maternelle et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils consomment moins de lait maternel et ils commencent à manger de la nourriture solide. On a demandé également aux soignants d'indiquer si les enfants avaient éprouvé des diarrhées pendant les dernières 7 jours. Et là, on peut voir le pourcentage. On voit que c'est une moyenne de 35% et le pic est atteint pour les enfants de 3 à 5 mois. Et maintenant, je vais parler de nos résultats de E. coli. Ici, on voit la proportion des échantillons dans lesquels on a détecté de l'E. coli selon le type d'échantillon. Les résultats sont répartis entre Samburu et Turkana. Turkana est en rouge et Samburu est en bleu. Les échantillons avaient plus tendance à être contaminés en Samburu vis-à-vis de Turkana. Ici, on peut voir les niveaux de concentration de E. coli dans chaque type de échantillon. Et si on le divise par comté, il y avait plus de contamination dans le nord, il y avait plus de contamination dans l'eau stockée vis-à-vis de l'eau de source et il y avait des niveaux assez élevés de contamination dans la nourriture. Et comme Amboya a dit tout à l'heure, on a fait quelques observations pour mesurer le comportement des enfants. Ici, on peut voir les contacts de main par heure chez les 4 groupes d'enfants qu'on considérait. On voit qu'au fur et à mesure que les enfants grandissaient, la fréquence des contacts de main augmente. Ils passent de contacter principalement la personne soignante à contacter la terre ou le formite. Ici, c'est semblable, mais ici, on voit le nombre de fois qu'ils ont mis des objets dans leur bouche. Et donc, pour cela, le pic de mettre des choses dans la bouche était dans le groupe de 3 à 5 mois et de 6 à 11 mois. Et c'est assez fréquent avec les 2 mains. On a également enregistré où les enfants passaient plus de temps à la maison, dans
dans les champs avec les animaux. Et cette information était entre 9 heures du matin et 3 heures de l'après-midi. Ce qu'on a pu observer, c'est que les jeunes, les enfants les plus jeunes, de 0 à 3 mois, passent plus de temps à la maison. Après, ils passent plus de temps à l'extérieur dans la. Ici, on a pris le modèle de transmission dans la cour. Et on a fait ça de façon séparée pour chaque groupe. Ici, on peut voir la dose quotidienne de E. coli que les enfants absorbaient. Et on voit que les enfants de moins de 6 mois étaient exposés au niveau le plus élevé de E. coli. Et pour les enfants plus âgés qui consommaient de la nourriture était la voie la prédominante. Pour les autres enfants, leur exposition n'était pas zéro, c'était beaucoup plus basse. Mais pour les enfants moins âgés, l'eau et les mains sont les principales ou les deux voies d'exposition les plus importantes pour prévenir sur la dose quotidienne par tranche d'âge. J'ai ajouté la prévalence de diarrhée par tranche d'âge. On a vu des fréquences élevées de diarrhée même chez les enfants de moins de 6 ans qui, selon nos modèles, ont une dose beaucoup plus basse, ce qui indique que même si leur dose est basse, c'est toujours important pour leur santé. Ils souffrent de niveaux élevés de diarrhée étant donné les doses de nos modèles, la dose infectieuse pour beaucoup d'agents pathogènes peut être atteinte dans un seul jour pour beaucoup de ces enfants vulnérables. Voici la prévalence diarrhéique par tranche d'âge pour Turkana et Samburu. Et si on compare les deux, on voit que la prévalence de diarrhée est beaucoup plus élevée à Samburu, surtout pour les tranches d'âge de 3 à 5 mois et de 6 à 11 mois vis-à-vis de Turkana. Et on a fait notre modèle de façon séparée pour le deux comtés. La nourriture est toujours la voie la plus importante pour les enfants qui consomment de la nourriture. Mais maintenant, je vous ai présenté les voies de transmission sur les voies rouges. Et la nourriture est la voie d'exposition la plus importante. Si on va examiner nos recommandations, il faut voir quelles sont les pratiques actuelles de stockage d'aliments. On a collecté 28 échantillons de nourriture, 9 de Turkana South et 19 du nord de Samburu. Dans 46% des échantillons, la nourriture n'était pas couverte. Dans 43%, la nourriture était stockée sur terre. Donc 57%, la nourriture était refroidie sans couvercle. Dans la zone de préparation des aliments, on a observé 54 fois pour son temps des mouches. Et un autre cas que je voulais souligner était la terre. On a pu voir la capacité, le temps que les enfants passaient sur des planchers améliorés ou pas améliorés. Si le temps que les enfants passent sur un plancher amélioré, c'est-à-dire de bois, diminue au fur et à mesure que les enfants grandissent et passent plus de temps dans la cour. On a trouvé que l'eau emmagasinée était plus contaminée que
l'eau de source. Donc, l'âge moyen de l'eau était de 10 heures et l'eau était principalement emmagasinée dans des jerrycans à l'intérieur. Pour la transmission de la main, seulement 4% des foyers de l'enquête avaient des installations quelconques pour le lavage de main. Et pour la transmission de vomite, les enfants mettaient dans la bouche beaucoup d'objets du foyer qu'ils prenaient de par terre. Et une chose dont on n'a pas parlé jusque maintenant, c'est les selles animales. On n'y a pas dédié beaucoup de temps. On ne peut pas présenter ces résultats, mais il serait intéressant de voir quelles sont les pratiques de propriété d'animaux et les pratiques pour les selles d'animaux. 77%. Chez 77%, les animaux entraient dans la maison et dans 35% des foyers, les animaux entraient dans la zone de dormir et 86% étaient propriétaires du bétail. 19% disaient qu'ils jetaient les selles d'animaux à la poubelle. À peu près la moitié des foyers informaient qu'il n'y avait pas de sel animal ou qu'ils se débarrassent de sel animal. Ça ne coïncide pas avec ce que nos observateurs ont enregistré. Ils observaient la présence d'excréments animaux dans pratiquement tous les cours. On a exploré les perceptions de risque de la part des soignants. Quelles sont les possibilités que votre enfant soit diarrhéique après avoir contacté les selles de poulet ou la terre ou les selles humaines ou la main du soignant? Il considérait que la terre ou les selles humaines étaient plus enclins à produire des diarrhées selon les perceptions des soignants. Je passe la parole à Bolé. Bolé, je vous dirai de finir dans les prochaines 5 minutes. Je vais parler de nos recommandations. Une des premières recommandations est de mener à bien des discussions du groupe, des discussions avec les membres de la communauté pour déterminer les meilleures interventions sur la base de la priorité des voies prédominantes. On l'a classé dans les différentes classes de voies. Une des premières interventions est une bonne hygiène. L'idée ici est d'impliquer les bénévoles communautaires de la communauté et un point clé ici, c'est pour la nourriture stockée pour qu'elle soit scellée, complètement préparée, complètement cuit et faire bouillir les ustensiles. Et les surfaces et les endroits de séchage pour les ustensiles peuvent être réalisés localement. Et sur la dernière diapositive,
on voit le rôle du gouvernement à part le système de la communauté. Il y a aussi un rôle que le gouvernement peut jouer en ce qui concerne la politique. Sinon, on pourrait placer un fardeau excessif sur les dos du foyer ou de la personne soignante. L'hygiène des mains pour les enfants, explorer des méthodes pour aider les soignants à laver les mains des enfants et puis créer un environnement pour le lavage des mains, pour mettre à disposition des enfants du savon et de l'eau. Ce sont des zones arides et semi-arides et l'accès à l'eau et à l'assainissement est moins de 5%. Les personnes soignantes peuvent jouer un rôle ici, mais le gouvernement ici mettre à disposition des gens de l'eau pour l'hygiène et la nutrition. Maintenant, on va parler de l'eau potable. On considère que la chloration est la meilleure stratégie pour réduire cette fois-là. Et quelques-uns de partenaires ont fait des interventions avec de la chloration au Kenya et ça pourrait être très utile si on adoptait une approche multisectorielle. Oui, oui, comme on a vu, la route de transmission fécale des animaux est des clés. Il faut avoir des intrants ou des apports des membres de la communauté pour voir de quelle manière on pourrait garder les animaux en dehors de la maison et des zones de dormir. Ça affecterait les personnes soignantes et le chef de la maison, qui sont normalement des hommes. Donc, à part les personnes soignantes, les hommes pourraient intervenir ici, ainsi que le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, le ministère de Santé publique et le ministère de Bétail, seulement pour améliorer ces processus d'élevage d'animaux. On veut souligner que les résultats sont préliminaires et peuvent varier avec plus d'analyse. Maintenant, on va passer aux conclusions sur la base de ce qu'on peut voir que plusieurs voies sont importantes en ce qui concerne l'exposition de ces enfants à E. coli. Et avec les maladies diarrhéiques élevées dans les groupes, les tranches d'âge les plus jeunes, avec moins d'exposition à E. coli, il est toujours important d'interrompre la transmission à cette tranche d'âge. Et il faut obtenir les apports communautaires à l'heure de concevoir des programmes ou une infrastructure dont on a besoin. Et il faut faire engager les gouvernements pour explorer des options pour une infrastructure ou des services au niveau de la communauté qui puissent préserver ces interventions. Merci. Et on voulait reconnaître, on voulait dire merci à l'équipe ProWash et à l'équipe de recherche Amy, le docteur Denja Jenga, l'équipe de HRC et le reste de l'équipe. Merci. Merci, Lomanito, John Mboya et Abby, de votre présentation. J'ai quelques questions qui arrivent sur le chat et je vais commencer à les passer en revue dans les 10 minutes qui nous restent. D'abord, est-ce que vous avez examiné les routes pour l'alimentation à travers une cuillère avec ou à travers la main?
Oui, on n'a pas pu tester toutes ces routes-là. On n'a que les échantillons de nourriture qu'on a collectés, mais on a ramassé des données plus qualitatives sur le genre d'ustensiles et de plats, d'assiettes dont ils se servaient s'ils avaient l'air propres. Est-ce que vous avez abordé la perception des enfants, des selles d'enfants et leur impact? Ça aurait été une question intéressante, mais on n'a pas inclus cette question dans notre liste de choses perçues. On n'a pas enquêté là-dessus. Est-ce que vous avez des perspectives sur pourquoi les foyers de Samburu semblent être plus contaminés que les foyers de Turkana? D'abord, Eliane Angela, si vous voulez répondre à n'importe quelle de ces questions, n'hésitez pas à intervenir si vous en êtes capable. Je pense qu'une raison pour laquelle on aurait pu voir un niveau plus élevé de Samburu à Turkana. Turkana était beaucoup plus sec et ça avait peut-être pu cacher la présence de E. coli et il était plus difficile à détecter dans nos échantillons. Très bien. Il y a plusieurs questions vis-à-vis de la chloration. Une, c'est est-ce que la chloration est spécifiquement une intervention que vous recommanderiez ou est-ce que c'est autour des options de traitement généraux pour les foyers? C'est pour promouvoir le stockage ou seulement pour le traitement? Non. Je pense que pour toutes ces recommandations, on considère qu'il sera important de participer avec la communauté pour comprendre quelle pourrait être la meilleure intervention ou le meilleur programme à l'avenir. Une raison pour laquelle on a suggéré de penser à la chloration, c'est que on peut la mettre en œuvre de diverses manières. Elle peut être automatisée pour ne pas imposer un fardeau trop élevé aux personnes soignantes. Et si vous gardez de l'eau, il est plus probable que cette eau soit protégée contre une contamination future. Le stockage sûr est important, mais le stockage en conditions sûres ne vous garantit pas nécessairement de l'eau propre. Merci, Amy. Il y a un commentaire semblable. Quelle est la stratégie pour chlorer l'eau à la source? Je crois on y a répondu sur le chat, mais si vous avez d'autres commentaires en guise de réponse, n'y hésitez pas. Sinon, je vais passer sur la question du lavage des mains des enfants. On a noté que laver les mains des enfants n'est pas recommandé actuellement parce que des mains mouillées pourraient recueillir ou récolter plus de pathogènes. Est-ce que vous avez des informations contraires? Je pense que c'est très bien signalé. C'est un domaine dans lequel on n'a pas fait beaucoup de recherches. On considère que les résultats de cette étude indiquent qu'il faut travailler davantage pour comprendre comment garder plus propres les enfants, les mains des enfants. C'est une zone, un thème qui a besoin de plus d'attention. Une question qui est passée et comment est-ce que vous avez défini les diarrhées pour cette étude? Je vais répondre.
On a posé 3 questions différentes avec 3 définitions différentes de diarrhée pour comprendre la prévalence des diarrhées. D'abord, demander est-ce que votre enfant a eu diarrhée et c'est basé sur la perception de la personne soignante de diarrhée. Et la deuxième définition était 3 ou moins, plus de 3 sels avec de l'eau dans une période de temps. On a posé la même question de 3 manières. Et ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'était la définition de la personne soignante, qui est la prévalence la moins fréquente. Très bien. Et puis, une autre question était, quand vous parliez des échantillons de l'environnement, quel genre d'échantillons était inclus? Allez-y, Mbaya. Pour cela, ce qu'on a collecté ici, des échantillons, un type d'échantillon était la terre et l'autre échantillon environnemental était l'eau de la source. Et on a aussi pris des fomites et aussi de tous les animaux qui se trouvaient à l'intérieur de l'enceinte. Nous avons considéré que il serait meilleur pour mesurer le niveau de contamination par E. coli. Je pense qu'on peut répondre à quelques autres questions. Est-ce que vous avez l'intention de prendre des échantillons environnementaux de l'eau pour le Giardia et Crypta? Je suis d'accord pour la chloration, mais je me pose la question pour le aussi, étant donné le pourcentage des foyers avec du bétail. Allez-y, Abby. Oui, en ce moment, on est en train de tester tous les échantillons pour plus de 30 échantillons qui incluent le Giardia et d'autres agents pathogènes. On aura une large gamme de données et on va se servir de ces données pour raffiner ces recommandations pour déterminer quel serait le meilleur traitement d'eau. Est-ce que vous avez des projets pour examiner la dysfonction environnementale? Non. Mais on va examiner les selles des enfants pour les agents pathogènes et on aura des données longitudinales pour comprendre l'exposition à très bas âge des enfants et pour comprendre d'où provient l'exposition. Une dernière question, comme voie d'exposition, jusqu'à quel point était significatif le rôle de E. coli dans les diarrhées des enfants de moins de 6 ans, puisque les taux d'exposition étaient très bas. C'est une question très bonne. On y a réfléchi beaucoup. Ces tranches d'âge entre 3 et 6 mois et quand les voies d'exposition des enfants changent de façon dramatique, ils commencent à bouger plus, ils commencent à mettre d'autres sortes de choses dans la bouche. Certains commencent à consommer de la nourriture. Cette fenêtre est très importante si ils reçoivent beaucoup d'expositions nouvelles et ça a un impact potentiel sur s'ils développent ou pas des diarrhées. Il sera intéressant de voir les résultats des agents pathogènes pour voir comment on compare ça avec les résultats de E. coli pour aujourd'hui. Merci, Abby, et merci à l'équipe de recherche d'avoir répondu à cette liste de questions. Avant de clôturer, je voulais souligner que, comme j'ai dit, c'est le deuxième webinaire dans une série de 3 webinaires.
Et dans notre premier webinaire, on a présenté des résultats sur une étude semblable au Madagascar. Et dans le troisième webinaire qui aura lieu le 6 décembre, on va réunir les équipes de recherche des projets des deux études pour avoir une discussion plus approfondie sur comment les projets peuvent appliquer les résultats de ces études de recherche et comment les résultats contribuent à la compréhension mondiale des risques environnementaux pour les enfants. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Mon collègue vient de poster le lien sur le chat. Merci de vous être unis à nous et passez un bon après-midi ou une bonne soirée. Et le webinaire est donc conclu. Merci.